Dans cette vidéo, nous allons discuter des normes interopérables et des logiciels à accès libre pour les infrastructures de données spatiales. Comme indiqué dans la vidéo précédente, les utilisateurs de SIG ont tendance à développer leur propre ensemble de données dans leur propre ordinateur de bureau avec des SIG de bureau, ce qui n'est peut-être pas le meilleur moyen. C'est pourquoi nous avons introduit le concept d'infrastructure de données spatiales. Mais les utilisateurs de SIG ne savent généralement pas quels sont les ensembles de données existants disponibles. L'accès à ces ensembles de données peut donc être très difficile. Il n'est pas non plus dans la culture de partager des ensembles de données avec d'autres secteurs ou organisations. Et les données sont souvent stockées dans certains formats et systèmes qui ne peuvent pas être facilement exportés vers d'autres systèmes ou d'autres logiciels. Nous savons toutefois que les coûts de collecte des données sont relativement élevés par rapport aux coûts du matériel et des logiciels SIG, en particulier si nous utilisons les logiciels libres. Il y a donc beaucoup de duplication des efforts en cours, tandis que les coûts peuvent être réduits en utilisant des infrastructures de données spatiales. Dans ce cours, nous vous présenterons les concepts de normes d'accès libre et de logiciels à accès libre. Après ce cours, vous serez en mesure de décrire les défis liés à l'intégration de données spatiales, de décrire les normes OGC les plus utilisées, de décrire pourquoi les normes interopérables sont importantes, d'expliquer l'avantage d'utiliser le logiciel d'accès libre et de décrire les composantes logicielles d'un IDS. Si nous traitons des données et en particulier des données spatiales, il y a des incompatibilités dans les formats et les modèles de données. Un autre défi est qu'il manque de la documentation ou des métadonnées sur les données. Dans la vidéo suivante, nous expliquerons plus sur les métadonnées. En outre, les données sont très fragmentées et il y a beaucoup de réplications. Il est donc très difficile de trouver la source d'origine, par exemple, ou les limites administratives qui peuvent biaiser les statistiques. Et nous devons également nous occuper des politiques en matière de données. Nous aborderons cet aspect dans la dernière vidéo de cette série. Nous devons donc examiner les aspects du système interopérable. Le premier aspect est technique. Comment différentes machines communiquent-elles entre les capteurs des uns avec les autres, avec des serveurs différents les uns avec les autres, des serveurs avec des logiciels de bureau? Et communément, nous utilisons des API pour cela, des interfaces de programmation d'applications pour gérer différents formats et différents schémas et les rendre plus compatibles. Un autre aspect est la sémantique. Nous avons besoin d'une compréhension commune utilisant des concepts et une terminologie commune, et il y a souvent des vocabulaires spéciaux interdisciplinaires dont nous devons être conscients. Par exemple, les personnes qui s'occupent de la quantité d'eau ont une terminologie différente de celle des personnes qui s'occupent de la qualité de l'eau. Un autre aspect est juridique. Nous devons connaître les différents droits d'utilisation des données, la propriété, la responsabilité et les droits d'auteur. Le dernier aspect est humain. Pour travailler ensemble et partager des données, nous avons besoin de coopération et de collaboration. Et surtout aussi de la formation pour que les gens soient conscients des avantages de la coopération. Dans ce cours, nous aborderons les parties techniques. Et dans la partie technique, nous avons en fait besoin d'un adaptateur universel. Comme dans les prises de courant, nous n'allons pas demander au monde entier de changer leur prise d'alimentation pour s'adapter à un type. Mais nous avons un appareil spécial d'adaptateur universel qui permet de connecter différentes prises d'alimentation. Et c'est beaucoup plus facile que d'adapter toutes les prises de courant dans le monde. Nous pouvons faire de même avec les données SIG et la communication entre les logiciels et les serveurs et les capteurs. Les normes que nous utilisons en IDS sont maintenues par l'Open Geospatial Consortium. L'OGC est un organisme à but non lucratif axé sur le développement et la définition de normes ouvertes pour la communauté géospatiale afin de permettre l'interopérabilité entre divers logiciels et services de données. Les normes de l'OGC sont développées par les membres pour rendre les informations des services de localisation FAIR, c'est-à-dire trouvables, accessibles, interopérables et réutilisables.
Ils sont utilisés par les développeurs de logiciels pour créer des interfaces ouvertes et des encodages avec leurs produits et services. Nous voyons ici les normes OGC les plus importantes pour les infrastructures de données spatiales, également appelées services OGC ou API. Le service de cartographie web ou WMS est une image rendue des données. Il ne s'agit donc pas de données réelles, de points de ligne, de polygones ou de rasters, mais d'une image générée à partir des données pour la visualisation dans les applications mobiles ou des services web APPS. Il y a aussi le service des caractéristiques web ou WFS. Cela donne accès à des données vectorielles. Il ne s'agit donc pas d'une image rendue, mais elle donne accès à des points, des lignes et des polygones, y compris leurs attributs. Nous avons un service web similaire pour les rasters appelé service de couverture web ou WCS. Avec ces noms, nous pouvons échanger des données avec les serveurs, les logiciels de bureau et les serveurs, les applications mobiles et les serveurs. Il existe également des noms pour partager des métadonnées, le CSW, ou des services de catalogue pour le web et même des outils de traitement via le service de traitement web ou WPS. L'utilisation de normes ouvertes présente de grands avantages. Par exemple, nous pouvons imbriquer des IDS. Celles qui se trouvent au niveau institutionnel peuvent être reliées au secteur ou à la région et celles régionales peuvent être agrégées au niveau national, continental ou mondial, où les données restent les mêmes mais sont accessibles par le biais d'une infrastructure de données spatiales et des normes ouvertes et sont accessibles de manière facile. Un autre avantage est que nous pouvons examiner les mêmes données avec différents outils. Nous pouvons voir ici donc l'ensemble de données mondiales pour les cyclones et il est visualisé à l'aide d'un site de bureau, d'un portail web ou de Google Earth. Et si quelque chose change dans les données en raison de leur accessibilité via une infrastructure de données spatiale, tous les logiciels examineront les mêmes données dans tout le temps, ce qui est beaucoup mieux que d'avoir des copies vieilles sur différents serveurs ou disques durs. Nous avons déjà vu cette démonstration, mais nous allons maintenant nous concentrer sur les normes ouvertes qui sont utilisées ici. Nous nous connectons donc avec GIS ici au IDS. C'est un GeoNode. Et lorsque nous cliquons sur Connecter, nous voyons toutes les couches disponibles. Mais dans la colonne de droite, nous voyons le service web WMS, le service de carte web ou WFS, le service de caractéristiques web. Et si nous choisissons WMS, comme dans ce cas, nous obtenons une image rendue des données. Si nous avions plutôt choisi WFS, nous aurions accès au polygone de la limite du bassin versant, dans ce cas, puis nous pourrions le modifier, le traiter davantage. Cela dépend donc de votre objectif et de la norme que vous utilisez. Si c'est uniquement pour la visualisation, WMS est assez bon. Mais si vous souhaitez vraiment mettre à jour et interagir avec les données, vous devez passer à WFS pour les données vectorielles et WCS pour les données raster. Ainsi, grâce à ces normes, nous pouvons connecter notre site de bureau à l'infrastructure de données spatiales et échanger des données. La même chose peut être faite avec des systèmes ou des modèles d'aide à la décision. Les normes ouvertes sont prises en charge par des logiciels à accès libre car elles offrent une meilleure interopérabilité entre les composants. Et ils utilisent les normes internationales de l'OGC. Avec les logiciels soumis aux droits de propriété, c'est différent. Ils essaient de vous enfermer dans ce qu'on appelle le verrouillage du fournisseur. Vous devez donc toujours acheter des composants du même fournisseur. Au lieu de cela, vous avez la liberté de vous connecter à d'autres. Les logiciels à accès libre ont également l'avantage d'être continuellement améliorés par la participation d'une communauté d'utilisateurs dédiés. De cette manière, de nouveaux développements ainsi que de nouvelles normes peuvent être mises en œuvre très rapidement. Et c'est aussi une excellente occasion d'innovation et vous pouvez contribuer avec votre organisation ou en tant qu'individu.
Les IDF se composent de différentes composantes de logiciels. Les données sont stockées dans une base de données spatiale telle que PostGIS ou PostgreSQL. Il existe un serveur de cartes, MapServer, pour publier les données telles que GeoServer. Et l'interface pour la visualisation des données, nous pouvons utiliser par exemple Django pour la gestion de contenu et OpenLayers pour servir les couches de données. Il y a un catalogue avec le moteur de recherche pour examiner les métadonnées fournies avec des données, par exemple via PCSW. Les composants du logiciel mentionnés ici sont d'accès libre et ils sont utilisés dans GeoNode, qui est une pile d'éléments logiciels sur les IDS et complètement d'accès libre. Jusqu'à présent, nous avons couvert les infrastructures de données spatiales, les normes ouvertes et les logiciels d'accès libre. Dans la vidéo suivante, nous allons examiner les métadonnées et l'assurance qualité.